L'US Open. Quel tournoi! Le dernier grand chelem de l'année regorge de folie, d'une atmosphère épique, d'intensité, mais aussi de mystères que nous allons percer. L'US Open, c'est le tournoi qui déjoue tous les pronostics et toute la hiérarchie, avec des issues souvent surprenantes, voire impensables. D'ailleurs, l'US Open, c'est un tournoi sur dur très particulier qui bouscule les tendances, parce que Djokovic, c'est 10 titres à l'Open d'Australie et 4 à l'US Open, alors que Nadal, c'est 2 titres à l'Open d'Australie, mais 4 titres à l'US Open, comme Djokovic, qui est pourtant le maître sur dur. Et dans un degré moindre, prenez un joueur comme Tsitsipas. Tsitsipas n'a jamais dépassé le 3e tour à l'US Open, alors qu'à l'Open d'Australie, le grec brille de mille feux avec une finale et 3 demi-finales. On a la même surface mais des résultats complètement différents, alors comment expliquer une telle disparité? L'US Open, c'est le grand chelem pour tous. C'est le grand chelem qui au cours de ces 15 dernières années a été le plus partagé, un partage qu'on retrouve aussi chez les femmes d'ailleurs, et l'US Open, c'est une ambiance hallucinante, à te faire passer le vélodrome pour un dortoir. L'US Open, c'est le chaudron du tennis américain où les locaux arrivent à se sublimer pour s'afficher sous leur meilleur jour. Mais l'US Open, c'est surtout le tournoi qui nous a offert quelques-uns des moments les plus iconiques du tennis. La fin de Sampras, la délivrance de Murray, Medvedev qui fait trembler Nadal, le chef-d'œuvre Alcaraz-Sinner, bref, l'US Open c'est une folie et si tu le savais pas, t'es au bon endroit. Jingle. L'US Open, c'est l'un des 4 tournois du Grand Chelem et forcément, on a un tournoi bourré d'histoires, d'anecdotes et de moments historiques. L'US Open, c'est quasiment le tournoi le plus ancien, créé en 1881, alors que Wimbledon, qui est le tournoi le plus ancien, a été créé 4 ans plus tôt. Donc l'US Open fait partie des tournois pionniers du tennis. Et il faut savoir que l'US Open s'est joué sur les 3 surfaces, ça c'est fou. Entre 1881 et 1974, donc quasiment un siècle, le tournoi s'est joué sur gazon à Forest Hill dans le Queens. Et il faut savoir que l'Open d'Australie également se jouait sur gazon pendant quasiment tout le 20e siècle. Donc en fait, pendant un bon moment, on avait 3 des 4 tournois du Grand Chelem qui jouaient sur gazon. Et entre 1975 et 1977, l'organisation du tournoi décide de passer sur terre battue pour 3 éditions. C'était une terre battue différente de celle qu'on voyait en Europe. Cette terre battue était verte et non pas orange, et elle allait plus vite, mais du coup elle permettait à des spécialistes de terre d'avoir une vraie chance de gagner l'US Open. D'ailleurs, les vainqueurs de l'US Open entre 75 et 77, c'était Manuel Orantes, Jimmy Connors et Guillermo Vilas, grand terrien. Et l'année d'après, en 1978, l'US Open passe sur dur et s'installe à Flushing Meadows, donc il devient réellement le tournoi qu'on suit depuis des années, le dernier grand chelem de l'année à New York, fin août début septembre, dans une atmosphère vraiment électrique. Et dès les premières années sur dur, on a des US Open complètement dingues. On a du Borg contre Connors, on a du McEnroe en feu, on a des matchs qui dépassent l'entendement, comme le Nastas McEnroe en 79, entre insultes, provocations, bagarres dans les tribunes, et même la police qui débarque sur le court, incroyable. Et petite info, il faut savoir qu'en 2020, le tournoi change de surface. Évidemment, on reste sur dur, mais un dur différent. On passe au lay cold, qui est constitué d'asphalte et de béton, et le lay cold, il permet une meilleure réduction de l'impact au sol et préserve davantage l'intégrité physique des athlètes. Et avant 2020, l'US Open se jouait sur un dur déco-turf, une surface rapide avec un rebond pas très haut, ce qui explique forcément qu'à l'US Open, on a vu plus d'un serveur volleyeur remporter le tournoi. Et à l'US Open, le court central, c'est le Arthur Ashe Stadium. Alors Arthur Ashe, j'espère que ça vous parle au moins de nom. Arthur Ashe, grand champion, icône du tennis américain, c'est le premier joueur afro-américain à être sélectionné en Coupe Davis, à remporter des grands chelems. Il gagne l'US Open en 1968. Et cette victoire, elle est ultra marquante parce que c'est la première édition dans l'Air Open, donc la première édition où l'US Open est ouvert aux professionnels et aux amateurs, et Arthur Ashe, il fait partie des rares joueurs et joueuses qui ont dépassé leur sport. Comme Billie Jean King par exemple, lui il s'est engagé en faveur des droits civiques et sociaux, il a utilisé sa notoriété pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud, il a notamment refusé de jouer dans des conditions ségrégationnistes, et il a même plaidé pour des sanctions sportives contre le pays. Il a milité pour l'égalité des droits, il s'est impliqué dans des initiatives qui visaient à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les Afro-Américains. Et donc pour toutes ces raisons, le court central de l'US Open porte son nom depuis sa construction en 1997. Et donc si on résume, qu'est-ce que l'US Open aujourd'hui? L'US Open, c'est 2 semaines de tennis, 2 semaines de folie, une atmosphère unique avec des night sessions folles dans l'humidité new-yorkaise et 3 cours avec des toits. Mais l'US Open, c'est surtout un tournoi qui nous réserve plein de surprises chaque année parce que c'est le grand chelem pour tous. Eh oui, l'US Open c'est le grand chelem pour tous. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'à l'US Open on a quand même eu des grosses dominations avec des joueurs et joueuses qui ont régné à New York, mais j'ai envie de dire pas tant que ça si on compare à l'ère Djokovic à l'Open d'Australie, aux ères Federer-Djokovic à Wimbledon et forcément à la privatisation de Roland Garros par Rafa. Mais à l'US Open on a aussi eu des légendes qui ont enchaîné les titres, je pense à Connors, je pense à Sampras, à Roger qui a gagné le tournoi de 2004 à 2008.
Mais depuis ces 5 sacres à la suite de Roger Federer, aucun vainqueur de l'US Open n'a su défendre son titre l'année d'après, ça c'est fou. Alors ça peut paraître anodin pour certains, mais ça ne l'est pas du tout, parce que globalement on sort de 15 années où Djokovic, Nadal, Federer et même Murray étaient au-dessus du lot, et même eux quand ils ont gagné l'US Open, aucun n'a réussi à défendre son titre l'année d'après. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bah ça signifie que l'US Open c'est un tournoi extrêmement difficile à gagner, même pour eux, même pour les meilleurs, pour plein de raisons. On arrive en fin de saison, donc on a des athlètes cramés qui ont subi la frénésie du circuit, avec l'Australie, la tournée américaine, la saison sur terre battue, la saison sur gazon, puis le retour en Amérique, donc ça commence à faire beaucoup. Et il faut être plus que préparé pour être le meilleur à ce moment-là de la saison. L'US Open, c'est aussi une atmosphère très particulière à supporter. On en reparlera, hein. Mais l'US Open, c'est un gros délire. Déjà parce que ça a lieu à New York, et c'est Michael Chang qui analysait très bien la difficulté de gagner dans une ville aussi folle. Il disait « tous les grands chelems ont leur spécificité ». L'Open d'Australie a ce côté très relaxant. Roland Garros est un tournoi avec beaucoup d'émotions. Wimbledon a ses traditions. À l'US Open, c'est de l'excitation permanente. Il y a toujours une forme de chaos. Le public peut devenir complètement fou. Honnêtement, c'est l'un des tournois les plus difficiles à gagner, et spécialement pour les plus jeunes parce qu'il y a par ailleurs beaucoup de distractions à Manhattan. Donc le fait de devoir gagner pendant 2 semaines dans une ville folle, c'est très difficile. D'ailleurs, on dit qu'à New York, il n'y a pas une journée tranquille et encore moins une nuit calme. Et rajoutez à ça que l'US Open s'est situé dans le Queens, loin de Manhattan, le quartier de Manhattan où quasiment tous les joueurs et joueuses séjournent durant le tournoi, et donc ça fait que pour venir à l'US Open, il faut 1 heure de trajet quasiment, voire plus, avant même de poser un pied sur le court, donc c'est déjà très fatigant. Mais donc si on revient à notre récapitulatif des vainqueurs de l'US Open après Roger, dès 2009 on a Del Potro qui casse tout, qui bat Nadal et Federer en demi et en finale. Ensuite on a du Nadal en 2010, 2013, 2017, 2019. On a du Djokovic en 2011, 2015, 2018, 2023, du Murray en 2012 et des joueurs qui ont su saisir leur chance comme Cilic en 2014, Stan en 2016, Thiem en 2020, Medvedev en 2021 et Alcaraz en 2022. Donc on voit que l'US Open c'est la chance d'une vie pour tous les joueurs qui n'arrivent pas à battre les meilleurs autre part. D'ailleurs on le voit avec les Del Potro, les Cilic, Thiem, Medvedev. Pour ces 4 joueurs, l'US Open c'est le seul grand chelem qu'ils ont remporté. C'est une terre de premier titre en grand chelem pour beaucoup de joueurs et de joueuses, et même chez les femmes, hein, avec Stosur en 2011, Pennetta en 2015, Stevens en 2017, Andreescu en 2019, Raducanu en 2021, et Goff en 2022. Et donc, qui dit terre de premier titre, dit surprise. C'est à l'US Open, selon moi, qu'on a eu les plus grandes surprises, avec des vainqueurs qui sortent de nulle part. On l'a dit, Del Potro, c'est un coup de tonnerre, Cilic encore pire, Wawrinka, on le pensait capable parce qu'il avait gagné l'Open d'Australie et Roland Garros, mais battre Djokovic une 2e fois en finale de Grand Chelem, c'est énorme. Pareil pour Medvedev en 2021, qui a empêché Djokovic de faire le Grand Chelem. Raducanu, je pense qu'on peut parler de la plus grande surprise de l'histoire du tournoi et peut-être de l'histoire des 4 grands chelems. La seule vainqueur en grand chelem qui est sortie des qualifications, c'est hallucinant, là tu peux pas faire plus grosse surprise. Donc l'US Open c'est ça, c'est un tournoi complètement imprévisible, mais c'est surtout un spectacle grandiose avec une atmosphère unique. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires et on débriefe l'actualité du tennis toute l'année. Donc si ça t'intéresse et que tu trouves ce contenu cool, n'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas fait, ça nous aide énormément. A noter que je suis en alternance sur la chaîne en ce moment, j'essaye de faire croître le projet. Sauf que générer des fonds sur YouTube, c'est très compliqué. Donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu veux nous aider à développer le projet et m'aider à faire ma 2e année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don sur Tipeee. Le lien est juste en dessous en description. A noter qu'avec un don de 5€ par mois, tu auras accès à 2 vidéos exclusives. Les vidéos de juillet étaient sur Gasquet et Paolini. Donc si tu veux y avoir accès, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci. Bon, je l'ai dit, l'US Open, c'est une atmosphère folle, sûrement le tournoi avec l'atmosphère la plus dingue. On l'a dit, New York, une ville complètement folle, et ça peut être un vrai piège, comme l'a dit Michael Chang, de jouer avec une telle folie, d'avoir Central Park, Times Square, et tout ce qu'il y a à faire à New York, ça peut en écarter plus d'un de la discipline nécessaire à adopter pendant un grand chelem. Donc ça explique très bien la décision de certains de s'éloigner de toute cette folie de New York, notamment Novak Djokovic qui a choisi en 2021 de séjourner dans le New Jersey. Plutôt que de subir l'atmosphère énergivore de Manhattan, on a des conditions dantesques, intenses, avec un climat pas facile à appréhender, de la chaleur, de l'humidité, et rajouter à ça qu'à Flushing Meadows à l'US Open, on n'est pas très loin de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, aéroport mondial avec énormément de vols à la journée. Donc à l'US Open, on a des avions qui décollent et qui atterrissent sans arrêt. Rajouter à ça une foule en délire, donc en fait c'est toutes ces distractions qu'il faut être capable de dompter, ce qui est loin d'être facile parce qu'on a des conditions uniques au monde. Je parlais de climat à l'US Open, on a eu des très grosses chaleurs. Rappelez-vous de ce Medvedev-Rublev en 2023, quart de finale, et des conditions extrêmes auxquelles les 2 joueurs ont eu à faire face. Ça a fait polémique, ça a posé question sur la sécurité des joueurs, et en même temps on peut avoir un climat épique et très venteux, comme lors de la demi-finale entre Murray et Berdych en 2012, où on a eu un vent fou, on a même eu des chaises qui ont volé sur le court. Donc l'US Open c'est ça, c'est vraiment imprévisible et ça peut vite
vite tourner au chaos. En plus, on est sur le dernier grand chelem de l'année, donc les joueurs et joueuses sont tendus parce que c'est la dernière occasion de prendre un majeur dans l'année, c'est la dernière occasion de tout exploser. Et Djokovic en 2021, il était à un petit match de réaliser le grand chelem, sauf que sur le dernier match en finale contre Medvedev, il a pas su dompter cette pression folle. Et puis à l'US Open, on a eu plein de polémiques, de dramas, de scènes complètement folles. À commencer malheureusement par la disqualification de Djokovic en 2020. Période de Covid, donc pas de public, mauvais début de match de Djokovic, il est frustré et il tape une balle de rage qui atterrit sur la juge de ligne. Résultat, Djokovic est disqualifié alors qu'il était ultra favori pour gagner le tournoi. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un énorme coup de tonnerre sur l'US Open. On a eu un autre Serbe aussi qui a eu un incident à l'US Open, c'est Viktor Troicki en 2023. Troicki qui est le coach de Medvedev, et lors d'un match de qualification, on a un fan américain qui s'en est pris à lui, à Viktor Troicki dans les gradins, sûrement pour son comportement passionné pour son joueur, et on a même le service de sécurité qui est intervenu dans les gradins pour calmer tout ça. Faut quand même se rendre compte de la situation, un service de sécurité qui intervient en gradin, en qualification en plus, donc la période de tournoi où t'es quand même censé avoir les passionnés, c'est rarissime comme situation, mais à l'US Open, ça arrive. Dernier drama, encore un peu malheureux, mais c'est la finale en 2018 entre Williams et Osaka. Quelle scène on a eu, quel match on a eu avec Serena qui a pété un câble, qui s'en est pris à l'arbitre plusieurs fois, qui lui a pas très bien parlé, et qui a complètement pourri la victoire de Osaka au final. Là, on avait une ambiance plus qu'électrique dans le stade. Moi, j'avais rarement vu ça, pour être honnête, même jamais, si on prend en compte le contexte avec la finale du dernier majeur, c'était délirant. Donc l'US Open, il faut retenir que c'est une atmosphère incroyable pour le meilleur et pour le pire, qu'on a nulle part ailleurs. Eh oui, l'US Open, c'est aussi le majeur des Américains. Alors on pourrait dire, oui, mais Roland Garros, c'est le majeur des Français, et Wimbledon, c'est le majeur des Anglais. Ouais, mais là, c'est un peu différent quand même. C'est différent parce que les Américains, eux, ils arrivent à sublimer à l'US Open, ils arrivent à profiter de ce majeur chez eux pour trouver leur meilleur tennis, et ça vient peut-être de l'atmosphère qu'on vient de décrire aussi. Alors dans certains cas, ça peut les desservir, parce que c'est aussi une pression monumentale sur leurs épaules, mais de l'autre côté, c'est un boost énormissime, et je suis obligé de penser à Frances Tiafoe en premier. Tiafoe qui vit littéralement pour ses ambiances folles. C'est Night Session à New York devant 23 000 spectateurs du Arthur Ashe Stadium, et comme par hasard, c'est là, à l'US Open, qu'il a fait ses meilleurs résultats en carrière, avec une demi-finale en 2022 contre Alcaraz qui perd en 5-7, plus de 4 heures. C'est à l'US Open qu'il a fait ses meilleures performances, victoire contre Nadal en 2022, victoire contre Rublev en 2021. Bref, Tiafoe, c'est l'illustration parfaite de l'Américain qui se transcende chez lui à l'US Open. Prenez même très récemment, en 2023, à l'US Open, Ben Shelton. Shelton qui sort de nulle part ou presque, et qui fait demi-finale contre Djokovic. Alors il prend 3 petits sets, mais lui aussi il aime le show. Il vit pour le show. Son tennis, si on caricature, c'est du show, avec un service tonitruant. Mais si on voit encore plus grand, l'US Open, il a fait briller toutes ces légendes américaines. Serena Williams, qui a gagné 6 fois le tournoi, elle était à la maison, elle a bénéficié du soutien du public, et l'ambiance devait terroriser tous ses adversaires. Coco Gauff, premier grand chelem, c'est à l'US Open, à la maison. Sloane Stephens, premier grand chelem à l'US Open, à la maison. Et si on revient chez les hommes, ça se résume pas à quelques demi-finales de Tiafoe et de Shelton. Parce que si on prend le classement de ceux qui ont gagné le plus de fois l'US Open dans l'Air Open, on se retrouve en tête avec 2 Américains, qui sont Jimmy Connors, le roi de l'US Open, 5 titres, qui a enchaîné 12 demi-finales de suite à l'US Open entre 74 et 85, et Pete Sampras, 5 titres également, qui s'est payé le luxe de remporter l'US Open en 2002, qui était son dernier tournoi joué. Donc on est sur une folie qui va très très bien aux Américains. On est Agassi d'ailleurs. Agassi qui a gagné 2 fois le tournoi, qui a été transcendé par l'ambiance là-bas. Andy Roddick, champion trop sous-estimé, qui a gagné son seul et unique grand chelem à l'US Open en 2003. Donc les Américains, ils arrivent à sublimer chez eux, contrairement à nous qui avons un blocage. D'ailleurs, je vous ai expliqué pourquoi en vidéo, bien détaillé. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir pourquoi on bloque constamment. Eh oui, l'US Open, comme je vous l'ai dit, c'est aussi des moments qui sont gravés dans l'histoire. Et je commencerai avec le Agassi-Sampras, quart de finale en 2001. Agassi-Sampras, c'est un classique, on le sait, on avait les 2 meilleurs joueurs américains, les 2 champions qui ont marqué les années 90, multiples vainqueurs en Grand Chelem, et ils s'affrontent en quart de finale en 2001. Résultat, Sampras s'impose 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. On a un match culte où les 2 joueurs qui, pendant 3h32, ont tenu leur service à chaque fois, et probablement un des matchs les plus serrés de l'histoire. On a évidemment le back-to-back de Novak Djokovic en 2010 et 2011 qui traumatise Roger Federer en s'imposant à chaque fois en sauvant des balles de match dans les 2 matchs. 2 matchs d'une intensité complètement folle, et pour moi c'est précisément à ce moment-là que Djokovic, ça y est, il prend l'ascendant sur Federer, ascendant qu'il conservera jusqu'au bout. Et on a eu plein d'autres moments évidemment marquants à l'US Open. Dites-moi en commentaire les moments qui vous ont le plus marqué à l'US Open, je suis très curieux. 2011, la finale folle entre Djokovic et Nadal, 4 heures pour 4 sets et un 3e set incroyable avec des points que vous avez vus j'espère. On a la confirmation que Djokovic il est dans la cour des très très grands,
en battant Federer et Nadal coup sur coup. L'année d'après, en 2012, moi je trouve le Murray-Djokovic incroyable en finale. Pour le couronnement de ce joueur qui méritait évidemment, c'était fou de le voir enfin récompensé de son talent incroyable, Murray. Match en 5-7, il mène 2-7-0, Novak revient à 2-2 et Murray s'envole dans le 5ème 6-2, un régal. L'année d'après, Djokovic-Nadal en finale et la revanche de Nadal qui s'impose en 4-7. L'année d'après, l'édition 2014 complètement folle, avec Cilic et Nishikori qui sortent Federer et Djokovic en demi-finale. Le Monfils Federer incroyable avec des balles de match pour Monfils. L'année d'après, en 2015, le Fonini-Nadal avec Fabio qui renverse complètement Nadal. L'année d'après, en 2016, le Nadal-Pouille, le titre de Stan. L'année d'après, en 2017, l'épopée de Del Potro qui renverse Dominic Thiem qui menait 2-7-0. Del Potro était malade, mais il a réussi à renverser Thiem dans une fin avec une ambiance de foot. L'année d'après, en 2018, avec le Nadal-Thiem complètement fou qui se finit au tie-break de 5ème set à 2h du matin. L'année d'après, en 2019, la finale folle Nadal-Medvedev et Medvedev qui se transforme en cyborg à partir du 3ème set et qui fait très peur à Nadal. Bref, on peut continuer comme ça très longtemps et ça prouve qu'à l'US Open, on a vraiment des moments mythiques. Mais à l'US Open, on a aussi des Français qui ont réalisé des parcours fous. Prenez Gasquet qui a atteint les demi-finales en 2013. Demi-finale pour Gasquet à l'US Open, je trouve ça assez fou. Parce qu'en 2013, on a quand même Rafa Prime, on a Djokovic excellent, Murray en grande forme et plein d'autres joueurs incroyables comme Wawrinka, Ferrer, Raonic, Berdych. Et Gasquet, dans tout ça, il est en demi-finale. Il a battu Raonic et Ferrer, les deux en 5-7. Donc vraiment une énorme performance de Richard et un de ses meilleurs résultats en Grand Chelem dans toute sa carrière. J'ai parlé de Pouille qui bat Nadal dans un match hallucinant, un 5-7 complètement délirant et un tie-break au 5ème set pour Lucas. Et dans ce même tournoi d'ailleurs en 2016, on a Monfils qui nous a fait aussi un parcours incroyable avec une demi-finale contre Djokovic. Une demi-finale étonnante d'ailleurs, hein. On n'a pas compris ce qu'il voulait mettre en place contre Djokovic, mais demi-finale en Grand Chelem c'est quand même énorme. Caro Garcia, très récemment en 2022, qui fait demi-finale en battant Coco Gauff en quart de finale. Donc ça rejoint la théorie que l'US Open c'est quand même le Grand Chelem pour tous. Et même si on n'arrive toujours pas à sortir un Français qui gagne l'US Open, on a nos chances et je pense que c'est qu'une question de temps. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tournoi, de ce dernier Grand Chelem de l'année de l'US Open, si vous aimez cette ambiance incroyable ou si plutôt voilà vous préférez des tournois un peu plus traditionnels comme Roland Garros, comme Wimbledon, dites-moi tout. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao.